بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سنساهم اليوم في ترقية عمل بحثي لطالبة صيفي أمال. Donc, on va participer cette matinée à la promotion d'un travail de recherche, Madame Saifi Amal, pour l'obtention du diplôme de doctorat 3e cycle LMD, dont l'intitulé est conçu Contribution de l'isolation naturelle adaptée aux bâtiments habités, cadre de la cité résidentielle 172 logements, Bouz Aroura à Annaba. Donc ce travail a été effectué dans le cadre de l'école doctorale de Guelma, dans la spécialité Habitat et Savoir Constructif. Il a été dirigé par le professeur émérite Fatima Zohra Halidi, présente ici parmi nous, et aussi assisté par Dr Abdouhab, il est du CNERI, comme co-directeur de cette thèse. Donc, ce jury qui va examiner aujourd'hui et va discuter les différentes facettes de cette thèse est composé éminemment du professeur Hassib Haïlia de l'université Badji Mokhtar de Annaba. Il est notre invité d'image de Marc aujourd'hui. Qu'il soit le bienvenu à l'université de Guelma. Et ce jury sera composé de Madame Djouad Fatima Zohra, elle est présidente du comité scientifique du département d'architecture de Guelma, en sa qualité de maître de conférence A, et aussi du docteur Sharaitia Mohamed, qui est maître de conférence A aussi au département d'architecture de l'université de Guelma, présidé par moi-même, professeur Al-Kama Djemal, et président du CFD de cette école doctorale. Donc, sans tarder, donc ce débat va tourner autour de cette thèse après une présentation succincte de Madame Lepétrante, qui sera de 30 à 35 minutes même. On va essayer d'être un peu large avec nous. Donc, le travail, il sera suivi par une plaidoirie de votre directeur de thèse, et puis il sera examiné par l'ensemble des examinateurs ici présents sur ce podium-là. Donc, sans tarder, à vous la parole, Madame Saifi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Bonjour tout le monde. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour présenter ce travail de thèse intitulé Contribution de l'isolation naturelle adaptée aux bâtiments habités, sous la direction de Madame le professeur Halidi Fatma Zohra. Je tiens alors à la remercier énormément pour tous les efforts qu'elle a déployés afin que ce travail soit achevé convenablement. Je remercie également Monsieur, pardon, je remercie également l'honorable membre du jury, Monsieur le professeur Alkma, Monsieur le professeur Al-Haïli Hassib, Madame le docteur Djouad Fatma Zohra et Monsieur le docteur Sharaitia Mohamed. Pas de problème, ne paniquez pas, c'est un problème technique qui va être réglé rapidement. Ne paniquez pas. Donc, le plan de cette présentation est constitué de 4 points primordiaux. L'introduction générale avec la présentation de la problématique, la méthodologie employée, les principaux résultats obtenus et finalement la conclusion générale avec les nouvelles perspectives derrière cette étude.
Alors, je commence. Ces dernières années, le développement de la technique d'isolation, et particulièrement celle naturelle, est devenu un sujet crucial et majeur pour lutter contre plusieurs enjeux. À cet égard, on mentionne le concept de biobiologie, un problème technique, monsieur. Quelle relation entre le fichier et la présentation? كاين بروبليم في ما كاينش كورديناسيون انتر هنا يدور هنا يمشي بصح هنا يمشي شويه ويحبس يمشي للمره مش مهم كده مش ماشي مش مجرد Alors je commence. Ces dernières années, le développement de la technique d'isolation, et particulièrement celle naturelle, est devenu un sujet crucial et majeur pour lutter contre plusieurs enjeux. À cet égard, on mentionne le concept biobiologie aux mises en scène en France, qui intègre la dimension de l'isolation naturelle comme un paramètre bioclimatique essentiel. D'autre part, plusieurs études ont montré qu'à cause de l'utilisation accrue des ressources non renouvelables pour améliorer les logements existants, une pression croissante sur les entreprises d'utiliser des structures et des techniques écologiques telles que l'isolation naturelle pour réduire leur impact environnemental. En outre, d'après Conseil et Hall, en 2018, la directive de l'Union européenne peut être citée comme un exemple typique des exigences croissantes en matière de protection thermique des bâtiments, dont l'isolation thermique devient une partie intégrante dans toutes les enveloppes du bâtiment nouvellement construit. À titre d'exemple sur les nouveaux projets qui favorisent l'intégration de l'isolation naturelle, nous citons le projet des logements Tulipes construits à Marseille en France, ou le projet comprenant l'isolation des murs extérieurs et des combles en laine de bois à court-circuit. Outre le projet du Campsey à Westerlo en Belgique, où le matériau cellulose était le principal matériau isolant bioécologique utilisé pour ces façades. D'autre part, plusieurs études comme les études de Woodhouse et al. En 1993, de Saiki et al. En 2014 ont montré que lorsque la température descend en dessous de 18 degrés Celsius, l'impact potentiel sur la santé augmente en gravité. La réaction de l'organisme comprend l'épaississement du sang et l'hypertension. Le stress respiratoire commence environ 16 degrés Celsius selon Collin en 1993 et l'OMS en 2018. De plus, les études de Haruna et al. En 2018 et Roshan et al. En 2017 soulignent que les températures ambiantes supérieures à 24 degrés Celsius et inférieures à 18 degrés Celsius sont des seuils au-delà desquels des menaces peuvent engendrer la santé humaine. De plus aussi, on a les études de Henderson et al. En 2013 et Naha et al. En 2013 aussi ont mis en évidence que l'exposition à des températures élevées provoque des hospitalisations et des décès de nature respiratoire. Donc, on constate que l'état thermique des habitations non isolées
n'est pas seulement une question de satisfaction et de confort des résidents, mais il porte aussi sur la protection de la santé humaine. C'est dans ce sens que s'avère l'importance de notre étude. La problématique de cette recherche repose sur deux questions fondamentales. La première question fondamentale est comment agir pour avoir une performance efficace de l'isolation naturelle adaptative en tenant compte aux normes et aux règles directives et qui répond à la réglementation thermique algérienne. Et sa hypothèse prédit qu'obtenir une performance efficace d'une isolation naturelle adaptative et à travers un matériau isolant biosourcé qui tient compte aux normes et aux règles directives et qui répond à la réglementation thermique algérienne et que son élaboration est fondée sur des observations, des enquêtes et des mesures et par simulation. La deuxième question fondamentale de recherche est comment l'application d'une isolation naturelle maîtrisée peut-elle impacter l'aspect physiologique et psychique des habitants des bâtiments résidentiels. Et sa hypothèse suppose qu'une isolation naturelle appliquée d'une manière maîtrisée peut impacter positivement l'aspect physiologique et psychique des habitants, si elle règle les ambiances intérieures selon les exigences conventionnelles relatives à la thermique de bâtiments et la santé humaine. Pour les objectifs de cette recherche, on vise à travers cette recherche à améliorer le confort physiologique été comme hiver, quelles que soient les variations de température. Utiliser des matériaux naturels en projetant des solutions qui pourraient améliorer le système isolant local. Réaliser des économies d'énergie en réglant les enjeux de faiblesse constructive. Et enfin, contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, à travers un isolant naturel. Ensuite, la structure de la thèse est divisée en deux parties cohérentes. Voilà. La première partie concerne les notions théoriques de base sur l'isolation naturelle, leur caractérisation, les normes et les réglementations thermiques dans les bâtiments habités, et un bref sur l'habitat existant à Lbourn. La deuxième partie est dédiée à la présentation du cas d'étude, les protocoles de l'investigation sur terrain, ainsi que le traitement des résultats des investigations qualitatives et quantitatives, et finalement le traitement des résultats des investigations expérimentaux et numériques. On passe maintenant au deuxième point de cette présentation, qui est notre étude. Je commence par la présentation de notre cas d'étude choisi, qui est la cité résidentielle 172 logements à Bouzaoua. Voilà sur carte la cité résidentielle 172 logements à Bouzaoua. Voilà la cité étudiée. Cette zone résidentielle était choisie comme cas d'étude car elle représente un site résidentiel situé dans la zone de haute montagne, une existence d'une multitude des paramètres qui influent l'état thermique des habitants. À titre d'exemple, on a les vents d'hiver très fréquents, le positionnement des bâtiments. Un site résidentiel dense et populaire s'insère dans le cadre de la production des logements sociaux, ce qui permet de mettre des solutions performantes et abordables économiquement pour la classe moyenne de la population. Tant que ce travail est divisé en trois phases, la première phase nécessite l'emploi de la méthodologie mixte, approche qualitative et quantitative, afin d'assurer la pertinence des résultats de la recherche.
L'approche qualitative, c'est à travers une enquête sociologique à base d'un questionnaire distribué sur un échantillon total de 122 personnes, où l'échantillon validé était 83 enquêtés, qui présentent plus de 2 sur 3 des habitants de la cité. Par la suite, une analyse factorielle multivariée est effectuée sur la base des données traitées par l'enquête sociologique en utilisant le logiciel SPSS. Tandis que l'approche quantitative était par l'établissement des campagnes de mesure intérieure à l'aide d'un hygromètre dont le mesurage était au centre de la pièce à une hauteur de 1,2 m du sol pour relever la température de l'air et l'humidité relative. La deuxième phase de cette recherche est abordée par une expérimentation pour produire un matériau isolant, performant. Selon les étapes suivantes, on a la production des échantillons, la détermination de l'isolant qui a des caractéristiques thermiques les plus performantes dans le laboratoire CNIRI. En utilisant l'appareil à flux de chaleur 7 mètres, on a déterminé la conductivité thermique et la chaleur spécifique des échantillons. Après, on a déterminé la capacité d'absorption d'eau et les essais de résistance au feu, bien sûr selon les normes citées. Pour la troisième phase, elle sert à une modélisation de la cité à travers le logiciel Design Builder. Voilà quelques captures de cette modélisation aérienne de la cité. Une comparaison entre la réalité et les bâtiments modélisés. Voilà. Pour les résultats de cette étude, d'après l'enquête sociologique, on trouve que 92% des habitants de la cité souffrent d'un manque de confort thermique dans leur lieu habité. Ainsi, l'état de confort thermique est alarmant en hiver avec 71% des habitants qui ont déclaré qu'il faisait très froid. 51,3% des habitants étaient thermiquement satisfaits, ce qui implique que l'état thermique en été est un peu tolérable. Un excès de consommation énergétique avec 87%, ce qui explique les répercussions sur les frais énergétiques à payer. En plus, on a 58% des habitants souffrent des maladies chroniques dès qu'elles stabilisent dans la cité. Passons aux résultats des traitements des données avec l'SPSS. Dans le graphe des mesures de discrimination montre l'état de confort des habitants, la dimension 1. Voilà la dimension 1. Et les maladies chroniques, la dimension 2, sont les variables les plus pertinentes et les plus significatives dans notre recherche parce qu'ils ont les lignes les plus longues. Une corrélation importante entre l'état thermique des habitants et l'apparition des maladies chroniques. Le double tracé de la FCM, une des différentes variables croisées, montre deux zones. La première zone, en jaune, contient la majorité des variables croisées, ce qui indique une corrélation positive entre les différentes variables mentionnées et par conséquent, on peut dire que l'état de confort thermique hivernal influe sur leur qualité sanitaire et provoque des propagations des maladies chroniques. La FCM2 montre deux groupes de dimensions. L'une en jaune
avec un nombre important des identifiants signifiant une forte convergence positive entre la variable qui concerne l'état de confort thermique des résidents en période estivale et leur situation sanitaire. L'autre groupe, en rouge, illustre la minorité des identifiants qui sont satisfaits par leur état thermique. D'après la FCA numéro 3, on remarque une corrélation positive entre la majorité des variables analysées avec la dimension 1. Voilà, la dimension 1, on a un regroupement sur la dimension 1 qui concerne la consommation énergétique, ce qui confirme que l'état de confort dégradé provoque un excès de consommation énergétique et des frais de consommation plus élevés. On passe maintenant aux mesures in situ en hiver et en été. En revenant aux résultats des mesures in situ en hiver, où on trouve que la température de l'air des différentes pièces est variée entre 9 et 15 degrés Celsius. Seulement des petites variations dues au positionnement des appartements. Cette température de l'air est au-dessous des intervalles proposés par la norme NF-EN 15251 et la norme de confort adaptatif proposée pour la norme HA55 applicable aux bâtiments naturellement ventilés. De plus, on voit que les taux d'humidité relatifs sont parallèles et stables pour tous les appartements. Ils varient entre 50 et 65 degrés %, ce qui fait qu'ils sont acceptables d'après l'IBA. Par ailleurs, d'après les résultats de la période estivale, on remarque que la température de l'air dans les différents appartements est située dans l'intervalle des normes recommandées et à la limite de ces derniers le soir. Outre, on remarque que les taux d'humidité est entre 50 et 70% pour les appartements situés en RDC. Par contre, il varie entre 63 et 76% pour les appartements du dernier étage. Ce qui explique les hausses de température intérieure qui commencent à évoluer sur la plage de la température de confort. En arrivant maintenant au résultat de la phase expérimentale, où on trouve que les conductivités thermiques des différents échantillons est différente. Voilà, les différentes conductivités des échantillons élaborés. Et cela dû à leurs différentes compositions. La bouse de vache en particulier a des valeurs de conductivité thermique plus faibles, ce qui confirme la performance thermique de la bouse de vache avec les tiges des roseaux. Voilà. Ce résultat conforme à l'étude menée par Hamza en 2017, Bamogo en 2020 et Dadi Mohamed en 2015, qui montre que l'addition de la bouse de vache a augmenté la porosité ouverte des différents matériaux. Pour la détermination de coefficient d'absorption d'eau par immersion partielle du BV3, le graphe suivant signifie en termes d'usage que lorsque un isolant sera en contact d'une source humide, les premiers millimètres de l'isolant risquent de vite s'imbiber d'eau. Puis le transport capillaire va se ralentir et le reste de l'isolant restera sec. Seule la face intérieure est humide et l'eau liquide ne se déplace pas dans l'isolant. On remarque d'après les tableaux suivants que malgré la bouse de vache soit un matériau inflammable, l'isolant élaboré est incombustible en raison de l'inclusion du plâtre comme lien, puisque son système lui permet de n'émettre que la vapeur d'eau lorsqu'il est chauffé. Voilà les résultats de l'essai
les essais de l'allumabilité et la résistance au feu. Passons aux résultats de la simulation numérique. Notre simulation se compose de 3 parties. On a la première à l'état actuel, à l'état optimisé et finalement à l'état recommandé. En commençant par la simulation à l'état actuel, où on trouve que la température opérative en hiver des 2 pièces simulées est variée entre 12 et 18 degrés Celsius. Cette valeur est très loin des valeurs recommandées par les 2 normes déjà mentionnées. Outre, les graphes observés montrent que les heures d'inconfort prennent plus de 9 heures par jour pendant la période hivernale. De même, la lecture de l'indicateur PMV révèle qu'à partir du 15 novembre, ce dernier s'abaisse au-dessous de -1 et il dépasse -2,5 à partir de 8 décembre, c'est-à-dire froid et très froid. Pour la période estivale, on trouve que la température opérative est dans la zone du confort adaptatif déclaré du mois d'avril jusqu'au fin juin. À partir du 1er juillet, elle monte lentement au-dessus de la plage de confort jusqu'à une valeur maximum environ 32 degrés Celsius. Ainsi, on remarque que le nombre le plus grand des heures d'inconfort thermique des habitants se focalise dans le mois de juillet et le mois d'août. D'autre part, on trouve qu'à partir du mois de juillet, l'indicateur PRV dépasse plus 0,5 et elle atteint leur valeur maximum, plus 2,2, le 4 août. En revenant à l'état optimisé, où la simulation est faite en 2 cas. Un cas de l'isolation seulement des murs extérieurs et l'autre pour l'isolation de l'enveloppe complète. Dans le premier cas, qui sert à une isolation seulement des murs, les résultats obtenus en hiver montrent que la température opérative est variée entre 15 et 27 et 24 degrés Celsius, donc une augmentation en 5 degrés Celsius par rapport à la simulation à l'état actuel, ce qui valide l'impact positif de l'isolation des murs extérieurs en BV3. De plus, on voit que les heures d'inconfort des 2 pièces en hiver sont diminuées par rapport aux celles de l'état actuel. De même, le PMV est varié dans l'intervalle 0,5 moins 1,5. Il est très amélioré par rapport au PMV de l'état actuel qui s'abaisse jusqu'à -3. Pour la période estivale, on remarque que la température opérative se varie dans l'intervalle 19,7 degrés Celsius et 26 degrés Celsius. Donc on trouve qu'il y a une amélioration significative où elle s'abaisse avec 6 degrés Celsius et le bien-être thermique est assuré. D'autre part, on voit une diminution des heures d'inconfort en utilisant l'isolation thermique des murs extérieurs en BV3. De même, on trouve que le PMV est entre -1,5, 0 reste acceptable par rapport à celle de l'état actuel. Maintenant, on est dans le cas de l'isolation de l'enveloppe complète, où on trouve que la température opérative en hiver se varie entre 19 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. Voilà. Ces valeurs s'insèrent dans les intervalles proposés par les normes. Donc, on peut dire qu'avec ce modèle d'isolation proposé, on peut assurer une satisfaction optimale des habitants en matière de confort thermique. Par ailleurs, on trouve l'inexistence des heures d'inconfort thermique en hiver, ainsi que le PMV
est fluctué dans un écart de 0,5 moins 0,7, c'est-à-dire la zone neutre, ni chaud ni froid. Pour la période estivale, on montre que la température opérative est située dans l'intervalle 23-26 degrés Celsius. Ce résultat paraît plus performant que celle obtenue dans la variante qui sert à l'isolation seulement des murs extérieurs. De même, on constate que les heures d'inconfort sont nulles et que le PMV situé aussi dans la plage idéale 0-1. Passons à la partie de la recommandation souhaitée. Dans cette variante, on a proposé que la conductivité thermique du BV3 est améliorée à 0,04 et que la chaleur massique est 1400, avec une épaisseur égale à 0,01 m pour voir les performances thermiques de ce matériau. On trouve que la température opérative en hiver atteint une valeur minimum de 20 degrés Celsius en mois de janvier, dont ces valeurs sont dans la plage du confort thermique recommandé. De plus, pour la simulation en période estivale, on remarque que la température opérative est variée entre 22 et 26 degrés Celsius et elle atteint sa valeur maximum 27,4 degrés Celsius au mois d'août. Donc la sensation thermique des habitants est performante avec une épaisseur plus mince du BV3 qui agit sur la facette économique de la production. Pour organiser notre résultat, on essaye de faire un récapitulatif. On trouve que les différentes phases de l'étude ont montré le manque du confort thermique intérieur chez les habitants, surtout durant la période hivernale. Dans le schéma, on voit que la température opérative de la période hivernale représentée en rouge est augmentée au-dessus de la limite minimum de température opérative recommandée en hiver, en appliquant l'isolation naturelle. De même, on note qu'elle est diminuée au-dessus de la limite maximum recommandée en été en appliquant l'isolation naturelle. Finalement, on conclut cette étude par les points suivants. Les bâtiments résidentiels de la cité étudiée subissent d'un état thermique désagréable causé par l'utilisation des matériaux constructifs ordinaires, un bon isolant thermique à base de la bouse de vache et les tiges de roseau ayant un lambda 0,12 et une forte résistance à l'eau et au feu. L'isolation naturelle déduit une amélioration remarquable des variations de température opérative qui respectent la plage du confort thermique recommandé, ce qui préserve la santé humaine. Pour des nouvelles perspectives, on a le développement des caractéristiques de l'isolant thermique proposé dans les conditions de fabrication plus agréables, détermination des paramètres mécaniques caractérisant l'isolant élaboré, l'étude de l'influence de l'isolation naturelle sur la face extérieure avec une comparaison entre les deux techniques en exploitant les données de l'isolant proposé. Et finalement, l'étude de l'impact de l'isolant proposé contre les nuisances sonores.